Hi guys, c'est parti pour l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones, l'avant-dernier épisode, ça va déjà très vite. Et il faut dire qu'on avait quand même très hâte de voir ces personnages tous aussi différents les uns que les autres converser ensemble. Gendry semble victime de bizutage et il nous rappelle un petit peu Iron Fist dans Defenders, toujours en train de se plaindre, et on remerciera le limier pour son intervention grandement méritée. Tormund de son côté n'aura pas manqué une occasion de faire référence à Sheila l'ours lorsque Gendry lui demande comment il se réchauffait au nord du mur. Le duo du limier avec Tormund est totalement hilarant, et je dois avouer que j'aurais aimé que ces deux personnages se rencontrent bien plus tôt afin de nous gratifier de quelques dialogues supplémentaires bien juteux. Il semble par ailleurs que Tormund, même au nord du mur et malgré le danger, n'est toujours pas oublié de Brienne. Et le limier non plus ne l'a pas oublié, mais lui on comprend pourquoi. La légèreté laisse place à une séquence plus solennelle et beaucoup plus profonde lors de la discussion de Jon et de Jorah au sujet de Jeor Mormont et de son épée L'Onclos. En effet, Jorah pense que Jon est beaucoup plus digne que lui de la garder, et pourtant L'Onclos c'est quand même une épée qui est restée dans la maison Mormont depuis des générations. Jeor Mormont l'avait donnée à Jorah avant de prendre l'habit noir, mais lorsque Jorah fut exilé, il laissa l'épée et c'est sa sœur qui l'a ramenée à Jeor Mormont à Castle Black. Jeor l'offrit à Jon en remerciement pour l'avoir sauvé d'une mort certaine contre un marcheur blanc. C'est à ce moment-là que Jeor fit changer le pommeau de l'Onclos en mettant à la place d'un ours qui était donc l'emblème de la maison Mormont, en un loup qui est l'emblème de la maison Stark. L'Onclos est une épée des plus utiles pour Jon puisqu'elle est faite d'acier valyrien et l'acier valyrien est efficace contre les marcheurs blancs. Les ennuis commencent dans une scène qui est très confuse et pour cause le bizarre est présent et nous faisons la rencontre d'un ours blanc, enfin un ours marcheur ou un ours zombie, enfin tout ce que vous voulez, ce qui laisse présager qu'en plus des humains et des géants, les marcheurs blancs seraient capables d'amener encore plus de bestioles pas très sympathiques au-delà du mur et qui par extension voudrait dire que la menace est encore plus grande que ce que l'on pensait. Il faut savoir que l'ours zombie, je vais l'appeler comme ça, c'était quand même une chose qui a été voulue depuis très longtemps par les showrunners et là ils sont vraiment excités à l'idée qu'on ait pu vraiment le voir à l'écran. L'épisode est parsemé de richesses visuelles et la scène précédant l'attaque de l'ours est marquante. On y voit le groupe de valeureux guerriers se tenant en cercle aux aguets et faut dire que vraiment ça nous donne la chair de poule. Le groupe se fait donc attaquer et Thoros va en faire les frais puisque le limier n'a pas su dépasser sa phobie. Du coup moi j'ai quand même pas compris l'intérêt de montrer l'inactivité du limier, surtout que par la suite ça ne va pas être exploité, Beric ne va même pas en reparler par la suite. Et qui plus est, il y a quelques épisodes il s'est quand même un peu approché des flammes ce qui laissait penser qu'il avait un petit peu dépassé sa phobie. Jorah et Thoros ont quant à eux l'occasion de reparler du siège de Pike lors de la rébellion des Greyjoy et c'est là que les deux hommes se sont rencontrés. Thoros et Jorah avaient combattu ensemble et Thoros fut en quelque sorte considéré comme un héros car c'est lui qui avait réussi à ouvrir une brèche dans le mur de la forteresse avec sa fameuse épée enflammée qui non seulement grâce à sa puissance avait quand même beaucoup aidé à la victoire mais en plus qui effrayait quand même beaucoup ses ennemis. Jorah doit être sans doute très déçu d'apprendre que derrière ce fameux acte d'héroïsme, finalement en fait c'était juste que Thoros était totalement bourré. Vient ensuite la capture d'un marcheur blanc qui se fait très facilement puisque les autres marcheurs blancs se détruisent automatiquement, et ce, juste après la mort d'un de leurs congénères. Et c'est certainement l'un des points les plus importants à retenir de cet épisode, car Jon expliquera plus tard, si l'on tue le marcheur qui a transformé les autres marcheurs, eh bien, les autres marcheurs se détruiront. Et Beric est par ailleurs très pragmatique puisqu'il dit que dans ces cas-là, en fait, il ne suffirait qu'à tuer le roi de la nuit pour détruire tous les autres marcheurs blancs, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ça quand même. Sauf qu'évidemment, ce ne sera pas aussi facile et surtout qu'on voit à la fin de l'épisode que le roi de la nuit peut traverser des flammes de dragon. Alors, ça va être compliqué pour deux raisons. Déjà, ça va être très compliqué de l'approcher avec une armée aussi gigantesque. Et surtout, s'il peut traverser des flammes de dragon, il est fort à parier que le ver dragon sera totalement inefficace contre lui. D'ailleurs, j'imagine bien que le seul moyen de le détruire serait une magie ou un moyen que seuls les enfants de la forêt auraient eu connaissance, et il incomberait donc à Bran de découvrir le moyen de le détruire. Le cri du marcheur blanc capturé va alerter ses autres congénères, et il faut dire que même si les marcheurs blancs mettent énormément de temps à arriver jusqu'au mur, quand il s'agit de courir, ils courent quand même très vite, et là, c'est là qu'on voit quand même qu'on n'est pas dans The Walking Dead. Gendry est donc missionné pour envoyer un corbeau à Daenerys, et je trouve que le choix est quand même très judicieux, puisque non seulement c'est le plus jeune, mais en plus c'est celui qui a le moins d'expérience au combat, donc il sera le plus utile dans cette mission. Les ennuis commencent réellement, et nos amis se font poursuivre par les coureurs blancs. Ouais, parce que là, vu la vitesse où ils vont, je peux pas les appeler autrement là. L'idée du lac, j'ai trouvé vraiment très ingénieuse parce que c'est vraiment le meilleur moyen de remettre encore plus les personnages en danger, car on va pas arrêter de se demander si, quand ils vont courir sur le lac, est-ce qu'ils vont tomber dans l'eau du coup et mourir d'hypothermie. Mais
Mais aussi et surtout, l'îlot au centre du lac gelé et la fragilité de la glace autour sont vraiment une excellente excuse pour ralentir l'attaque des marcheurs blancs parce que sinon ça aurait été un total carnage et pour justifier le fait qu'ils puissent attendre jusqu'à l'arrivée de Daenerys. Car même si la série nous a habitués à de nombreuses ellipses à la limite du time jump, il faut avouer qu'on était quand même beaucoup à se demander combien de temps étaient restés Jon et les autres sur l'îlot, parce que quand on regarde l'épisode, on a l'impression que ça fait qu'une nuit, mais techniquement, une nuit, ça ne suffit pas à ce que Gendry arrive au mur, qu'il envoie un corbeau, et qu'en plus, Daenerys le reçoive et vienne les aider. Ce qui fait que là, techniquement, en regardant l'épisode, si on n'a pas d'autres informations, bah ça semble pas du tout crédible. Malgré les efforts des fans pour calculer à la fois la durée du trajet du corbeau, mais aussi le trajet des dragons, une interrogation demeure. Le Westeros de la série serait-il donc plus petit que celui des livres, ce qui du coup justifierait pas mal de choses. Un fan sur Reddit aurait calculé qu'il fallait 4 jours pour que le corbeau arrive à Daenerys et que Daenerys arrive pour aider Jon et les autres. J'ai un doute car Jorah le dit lui-même, ils sont en train de geler, donc je pense que 4 jours c'est totalement impossible, sachant qu'en plus ils n'ont même pas de réserve de nourriture. Nous n'avons en tout cas qu'une seule certitude, c'est qu'il s'est passé au moins une journée et une nuit. Selon moi, une autre explication est possible et du coup on l'aurait peut-être dans le prochain épisode. Pourquoi Bran n'aurait-il pas pu prévenir Daenerys avant même que Gendry l'ait fait? Parce que de toute façon Bran sait tout ce qui se passe à l'instant T et aurait fait partir un corbeau de Winterfell dès qu'il aurait su ce qu'il se passait. Winterfell étant moins loin que le nord du mur et en plus Bran s'y étant pris bien avant Gendry, du coup ça pourrait peut-être justifier la durée du trajet du corbeau et de Daenerys qui arrive au nord du mur. Évidemment on se doute bien que les trous dans le lac n'ont pas mis autant de temps à se refermer que ce qu'on nous laisse croire et évidemment que les marcheurs blancs auraient pu vraiment marcher sur le lac auparavant. Et c'est là où l'intervention du Lily est intelligente d'un point de vue scénaristique puisque c'est grâce à lui que l'on sait que les marcheurs blancs ne s'étaient pas encore rendus compte que finalement ils pouvaient marcher sur le lac gelé en toute sécurité. Nous avons le droit à quelques scènes empruntées un petit peu au film d'horreur, celui où on voit un marcheur blanc de dos tenant sa petite hache, ou encore le marcheur qui, à cause de la pierre de Sandor, va commencer à marcher sur la glace, son épée à la main, traînant derrière lui. La bataille est épique et très dynamique et la caméra est toujours en mouvement pour switcher d'un personnage à l'autre tout au long de la bataille. D'ailleurs, c'est un effet qui est quand même très à la mode en ce moment puisque la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Defenders. Alan Taylor, qui a réalisé cet épisode 6, le dit lui-même dans le making-of. Les scènes de combat ont été réalisées dans le but de faire croire que tour à tour, un personnage que l'on aime risque de mourir. Et chose assez étonnante, toute la partie du lac gelé a en fait été totalement construite, c'est-à-dire que en effet le tournage est fait en Islande, mais tout le côté gelé en fait il n'est pas réel, tout le côté de la neige ne l'est pas non plus. Les rochers ont été peints et en plus ils ont été enneigés par pas moins de 3500 sacs de fausse neige. Il a fallu quand même 6 machines et 15 personnes pour donner ce côté enneigé. Tour à tour on croit perdre un personnage que l'on aime beaucoup et en fait cet effet est quand même appuyé par le fait que de nombreux sauvageons vont mourir et que ces sauvageons-là, on ne voit pas leur visage. Par ailleurs, la mort d'entre eux va ponctuer le reste du combat d'un slow motion qui représente la confusion de Jon qui, ayant vu le sauvageon mourir de façon quand même très sanglante, commence à se dire qu'ils vont tous y passer. C'est lors de ce moment que le téléspectateur va être totalement tenu en haleine. Jon est totalement désorienté et échange des regards inquiets avec ses camarades qui, eux, continuent de se battre jusqu'à la mort. On est donc en droit de se dire que ça va être la fin cette fois, c'est terminé, et en plus Jon qui finalement se ressaisit et qui se dit que lui aussi finalement il va combattre jusqu'à la mort. Mais malheureusement vient ensuite une scène quand même trop prévisible, on s'attend à l'arrivée des dragons, on s'attend à l'arrivée de Daenerys, et je sais pas, pour le coup je pense qu'ils auraient pu faire ça un petit peu autrement, là on l'a trop vu venir. Les dragons font comme toujours une magnifique entrée en matière, grandement aidée par la musique magistrale de Ramin Djawadi. Malheureusement, quelle tristesse de voir Viserion mourir. Franchement, j'ai versé ma petite larme, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et finalement, même la mort de Tauros à côté, c'était pas grand chose. Et il faut dire quand même que là où ont échoué les Lannister avec leur fameux scorpion, le roi de la nuit, lui, il est plutôt doué. C'est-à-dire que là, il est bon pour les Jeux Olympiques, le javelot, il n'y a pas de souci. Les dragons sont donc très vulnérables face aux marcheurs blancs, mais surtout face au roi de la nuit, et Drogon a quand même failli y passer. Alors que Daenerys s'en va grandement peinée en pensant aussi que Jon est en train de mourir puisqu'il est dans le lac. S'ensuit une scène très prévisible puisque Jon va sortir de l'eau comme on s'y attend et en plus Benjen va arriver pour le sauver comme là aussi on s'y attendait. Évidemment ça n'est pas sans nous rappeler le fait que Benjen ait sauvé Bran et je suis un peu dégoûtée, c'est un peu le syndrome Titanic, c'est-à-dire Benjen c'est un peu le Jack qui aurait pu monter sur la planche et du coup pas mourir. Oui, il aurait pu partir avec Jon et finalement il décide de retenir les marcheurs blancs. Donc voilà, un Benjen qui meurt un peu pour rien pour moi et je suis assez dégoûtée parce que vraiment j'aurais voulu le voir beaucoup plus
plus cette saison. La scène de Jon arrivant à Castle Black sur le cheval de Benjen, ça nous rappelait quand même pas mal la saison 1 avec le cheval de Benjen qui lui arrive à Castle Black sans son cavalier. On peut quand même en conclure pas mal de choses de cette petite escapade au-delà du mur. Premièrement, il suffirait de tuer le roi de la nuit pour tuer tous les marcheurs blancs. Celui-ci ne serait pas vulnérable aux flammes de dragon et donc forcément par extension au dragon de glace. Les dragons sont des cibles faciles pour le roi de la nuit et en plus, le roi de la nuit maintenant possède un dragon. La question par ailleurs, ça va être comment tuer ce dragon? Forcément pas avec du dragon de glace, donc il va falloir quand même trouver une solution. Par ailleurs, la version mort-vivante de Viserion, est-ce qu'elle serait capable de cracher de la glace? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, l'hiver risque d'arriver bien plus vite que prévu. À la façon de Mélisandre à Varys, Beric va dire à Sandor qu'ils vont se revoir, alors que ce dernier embarque pour King's Landing. Ce qui voudrait donc dire que quoi qu'il arrive à King's Landing, soit Beric arriverait là-bas, soit de toute façon Sandor s'en sortirait vivant. On sait à présent que l'amour que Daenerys porte à Jon est réciproque, et de toute façon on s'en doutait depuis très longtemps. Mais chose intéressante, Jon était quand même prêt à ployer le genou devant Daenerys, sauf que techniquement il n'est pas trop en mesure de le faire, donc techniquement il le fait pas, donc techniquement il n'a pas vraiment ployé le genou. Donc on peut se dire que finalement il l'a pas vraiment fait, et quelque part je me dis est-ce que vraiment Daenerys finalement, est-ce qu'elle a envie de voir Jon ployer le genou devant elle, alors que je pense que quand même elle aura envie qu'il l'épouse. Pourtant, l'avenir de Daenerys est totalement incertain puisque tout au long de l'épisode on fait quand même référence au fait que Daenerys ne pourrait ne plus jamais avoir d'enfants et que ces dragons justement sont les seuls dragons qu'elle aura jamais eus. Se pose donc la question de la succession et le fait que même si elle se marie avec Jon, techniquement ça veut dire qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants. Jon l'épousera-t-il lorsqu'il sera roi des 7 royaumes si ça arrive, ou Daenerys va-t-elle mourir? J'ai encore quelques interrogations, notamment je me demande pourquoi Rhaegal n'a pas sauvé Jon. Est-ce que les corneilles qu'avait envoyé Bran pour espionner le roi de la nuit ne l'ont justement pas prévenu de l'arrivée de Jon et des autres? Et également, Benjen n'aurait-il pas été envoyé par Bran? Parce que si on se souvient bien, dans l'épisode 6 de la saison 6, lorsque Benjen va sauver Bran, et que Mira lui demande pourquoi il les a aidés, il répond tout simplement que la corneille aux 3 yeux lui a demandé de le chercher. La corneille aux 3 yeux, étant donné que son prédécesseur était mort, c'est forcément devenu Bran entre-temps. Bran a donc demandé à Benjen de le sauver, et c'est là que tout un tas de théories dont on reparlera plus tard peuvent se vérifier. Et du coup, si en effet Benjen a été prévenu par Bran, ça explique beaucoup de choses. Retournons à Winterfell pour y trouver les sœurs Stark qui sont en proie aux querelles depuis qu'Arya a découvert la fâcheuse lettre de Sansa. Littlefinger a pour objectif de semer la paranoïa et la méfiance entre les deux sœurs qui ont peut-être eu un parcours assez différent mais quand même sur quelque chose assez similaire. En effet, l'une a décidé de devenir une combattante, l'autre a décidé de devenir une lady, mais les chemins qu'ils ont menés toutes les deux à leur objectif est parsemé de souffrances et d'épreuves. Il est intéressant de noter qu'aucune des deux sœurs n'a envie de faire part de son expérience à l'autre. Lorsque Sansa fouille les affaires d'Arya, Arya arrive menaçante, mais finalement pas tellement je trouve. Elle conserve clairement des rancœurs depuis son plus jeune âge contre Sansa et la méfiance qu'elle a à cause de Littlefinger n'aidant pas. Cependant, on voit qu'Arya joue avec Sansa et qu'elle ne lui veut pas réellement du mal puisqu'en plus après elle lui donne sa dague. Il en est de même pour Sansa qui envoie Brienne à King's Landing alors que Littlefinger lui avait conseillé de se faire protéger d'Arya par Brienne. Et c'est là qu'on voit que Sansa n'est pas dupe, car en plus de cet acte, lorsque Brienne lui dit qu'elle ne veut pas la laisser seule avec Littlefinger, Sansa lui dit que ce n'est plus une enfant, qu'elle n'a plus besoin d'être protégée. Un signe peut-être qu'elle n'a pas peur de Littlefinger et qu'elle sait ce qu'il manigance. Sansa n'est pas bête, elle se doute bien qu'Arya n'a pas pu chercher un mot dont elle ne connaissait pas l'existence, et que la seule autre personne présente à Winterfell et qui était présente lorsqu'elle a rédigé ce mot, c'était Littlefinger. Littlefinger, quant à lui, se montre inquiet lorsque Sansa dit qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Arya, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire, et c'est un problème pour Littlefinger qui lui aime connaître tous les éléments qui l'entourent afin d'établir une stratégie. On va passer à la partie prédiction et donc spoiler, donc ceux qui ne veulent pas éventuellement se faire spoiler, forcément ne regardez pas la fin de cette vidéo. L'épisode 7 a l'air d'être sous tension, les Dothraki et les Immaculés encore très nombreux veillent à ce qu'il n'arrive rien à Daenerys face à la flotte de Euron Greyjoy. Par ailleurs, Tyrion semble très anxieux puisqu'il connaît très bien sa sœur et l'avait dit à Daenerys dans l'épisode 6 que forcément Cersei essaiera de mettre au point un piège. La rencontre se fait dans une arène et qui dit arène dit forcément souterrain. Je pense que si piège il y a, il viendra d'en dessous.
Qyburn est quand même très intelligent et je pense qu'il a quand même veillé à nous faire un petit piège des familles assez sympathique. Jaime ne serait pas au courant et c'est pour ça qu'il regarderait Cersei très inquiet puisqu'il se douterait que quelque chose est en train de se tramer. Je pense que dans tous les cas, il y aura une scène de combat puisque l'épisode fait quand même 80 minutes, donc c'est quand même très long s'il y a beaucoup de parlotte. Et qui plus est, on sait que le limier est à King's Landing, qui va sortir son épée, ça on l'a vu dans le trailer de la saison 7, je vous en parlais déjà dans l'épisode précédent. Et si on fait le rapport avec le décor que l'on avait vu dans cet extrait et le décor de l'arène, bah forcément il y a un lien, donc on sait que le limier se battra dans l'arène. Ce qui voudrait donc dire qu'on aura certainement notre Clegane Ball en dernier épisode de la saison 7, et ça, c'est-il pas magnifique ? Jaime et Brienne vont se retrouver, mais ce ne sera pas au goût de Cersei, je pense. De nombreux personnages sont venus accompagner Jon et Dany. Varys, Tyrion, Théon qui va revoir son oncle bien-aimé, Sir Davos, Sir Jorah, Podrick et Missandei. Nous ne voyons pas les dragons, sans doute que Daenerys n'est pas encore arrivée dans les extraits qu'on voit. Mais le choix de l'endroit est quand même très intéressant, puisque Qyburn ne sait-il pas que Drogon a été blessé dans une arène? Et Daenerys souhaitait certainement un endroit qui soit accessible à ces dragons au cas où il se passerait quelque chose qui n'était pas prévu. Jon semble prendre sur lui puisqu'il déteste cordialement Cersei, mais lui fait quand même part de la menace des marcheurs blancs. Sansa est à Winterfell en haut d'un mur et semble résignée. Mon hypothèse peut sembler quand même farfelue, mais je pense que Sansa pourrait avoir poussé Littlefinger du haut du mur, tout comme Théon l'avait fait avec l'amante de Ramsay, ou Littlefinger lui-même l'avait fait avec Lysa Arryn, lorsqu'il l'avait poussé à travers la porte de la lune. Une interrogation néanmoins, Yara est-elle morte, puisqu'on a l'impression que c'est Théon qui descend de la barque, totalement abattu. Une chose est sûre, le trailer du season finale en dit le moins possible pour garder le suspense, en espérant que tout ça ne soit pas gâché par les hackers. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review en elle-même, et forcément, voilà, on se retrouve dans la semaine, donc peut-être jeudi ou vendredi, pour le live pour les épisodes 5 et 6. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. On va voir Defenders et on va voir Death Note cette semaine. Donc pas mal de selles en perspective, je vous l'annonce tout de suite. Des bisous!